Les propos donc de Nathan Dever, romancier que l'on peut retrouver en librairie. Nous retrouvons tout de suite les intervenants de cette deuxième table ronde sur cette table légèrement rectangulaire. Pascal Fombeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Cour d'administration d'appel de Paris. En face de vous, Marie-Caroline Missire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du réseau Canopé et Pierre Boucher est avec nous aussi. Bonsoir. Professeur d'histoire géo en collège à Paris et aussi pilote d'une classe média de 4e. On va pouvoir donc parler avec vous d'éducation aux médias, au numérique, vous qui œuvrez en classe sur le terrain au quotidien. Alors, toujours même format ? 20 minutes, on va essayer de faire court, d'aller à l'essentiel sur donc cette grande question du numérique et de l'enseignement. On peut peut-être commencer avec vous, Marie-Caroline Missire, pour essayer de comprendre quelle est votre philosophie, quelle est votre vision justement de ces outils technologiques au sein de l'école. Prenons le cas de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut être un bon auxiliaire pédagogique ? Eh bien, si on commence tout de suite par l'intelligence artificielle, j'en parlais justement avec Pierre Boucher qui est en face de moi. Moi, je suis assez convaincue qu'il est en train de se passer un tsunami, pour reprendre un terme utilisé par Emmanuel Davidenkoff il y a quelques années à propos de l'irruption du numérique dans les classes. Je suis très sensible à ce qui était dit par l'écrivain juste avant. C'est absolument capital ce qui est en train de se passer. Je suis frappée par une chose. À Réseau Canopé, depuis novembre, on a commencé à organiser des formations, puisque c'est notre métier d'organiser des formations pour les enseignants, sur ce sujet, alors en tâtonnant un peu, ChatGPT, qui était plus d'ailleurs des moments d'initiation, de partage, de sensibilisation, de partage de pratiques. Et j'avais très peur, pour tout vous dire, que les enseignants trouvent ça soit artificiel, justement, ou en tout cas un petit peu rapide, ou alors rejettent la proposition. Et qu'on soit pas mal critiqué sur les réseaux sociaux, par exemple. Et pas du tout. J'ai été frappée de voir que ces séances de formation, de sensibilisation attiraient un grand nombre d'enseignants. Et ce que je retiens de ces premiers partages de pratiques, c'est que, et surtout en lycée, je dois dire, c'est déjà une réalité pour pas mal d'enseignants, c'est-à-dire que c'est beaucoup utilisé par les élèves et c'est allé très vite. Donc, premier point, une très très forte accélération des usages. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, mais là, ce qui se passe, c'est l'accélération qui est déterminant. Deuxième élément, ce que nous disent les enseignants, c'est que ça peut être des assistants pédagogiques pour eux, comme pour nous, professionnels, pour gagner du temps, préparer leurs séquences. Et c'est très intéressant quand on veut travailler, par exemple, l'esprit critique. On y reviendra sur l'éducation en médias, par exemple, projeter en classe un document, une réponse à une dissertation, par exemple, fait par une intelligence artificielle, et mettre ses élèves en posture de critique de cette production. Voilà une façon de travailler l'esprit critique. Autre élément, autre exemple, alors ça, pour le coup, c'était au collège, des enseignants de français qui utilisent ces intelligences-là, ChatGPT en l'occurrence, pour préparer des dictées avec une commande précise. Propose-moi des dictées pour le participe passé, etc. Donc on voit bien que les usages sont très divers, sont en train de se répondre à une vitesse folle. Et ce que je retiens du témoignage d'une enseignante de philosophie, c'est qu'elle s'est dit que ça pouvait mettre ses élèves dans une situation de plus grande inégalité encore, puisque ces intelligences artificielles qui sont assises sur la maîtrise du langage. Écrire un prompt, c'est maîtriser le langage. Alors, prompt, il faut peut-être vulgariser. Alors, un prompt, c'est une commande, tout simplement. Je demande à une intelligence artificielle d'accomplir telle ou telle tâche. Et c'est le degré de précision de l'expression de cette commande qui va produire la qualité recherchée. Et effectivement, ça renvoie les professeurs. Et c'est ce que je retiens de Inès Drège, pour ne pas la citer, professeure de philosophie, à cette maîtrise du langage et aux inégalités de maîtrise du langage dans les classes. Et donc, pour finir, je crois que c'est profondément une question d'égalité, d'accès à cette nouvelle technologie et d'égalité des chances, un mot un petit peu galvaudé, mais qu'on peut poser là, qui s'impose à l'école. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés, nous, assez résolument, dans la préparation de formation pour les enseignants à ces intelligences artificielles. Pascal Fombeur, on a cité donc le mot d'égalité,
d'égalité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous pouvez d'ailleurs commenter, documenter, puisqu'il y a une grande question justement d'égalité ou d'inégalité aux équipements, parce que là on parle de l'intelligence artificielle, on a ouvert avec l'intelligence artificielle, mais globalement on peut dire que c'est les outils technologiques, donc aller aussi au cœur des pratiques, cette question d'égalité ou d'inégalité, ne serait-ce que pour l'équipement. Alors effectivement, le principe d'égalité, c'est vraiment un principe fondamental que le juge essaye de faire respecter, mais qui est au fondement du service public. Et quand des livres doivent être utilisés à l'école primaire, ils sont donnés aux élèves, et c'est pour qu'il y ait cette égalité. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi des connexions Internet? Est-ce qu'il y a un ordinateur à la maison pour chaque élève? Donc c'est un véritable enjeu, et la question se pose déjà pour les parents, pour l'accès à toute la communication avec l'école qui se fait maintenant par voie numérique, et désormais a fortiori pour les élèves. Et il peut y avoir une obligation de passer par le numérique, mais dans ce cas-là, il y a aussi une obligation pour le service public d'accompagner et même quelquefois de prévoir une solution de substitution pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes services. Donc c'est quelque chose qui a été reconnu par le juge pour d'autres services publics, mais qui joue bien évidemment de façon fondamentale pour l'école. On a pu le voir d'ailleurs au moment des confinements successifs, ça a été un moment critique aussi qui a mis en lumière les inégalités d'équipement, même de compréhension tout simplement de ces outils. Effectivement, c'est une obligation de pouvoir donner les moyens à chacun et à chaque élève pour faire en sorte que l'école soit véritablement un moyen d'égalité des chances, et c'est à la base du service public. Pierre Bouchet, vous travaillez justement dans des écoles publiques, l'éducation nationale. Comment vous utilisez, vous, dans votre pratique pédagogique, peut-être ces outils? Puis si vous voulez déjà rebondir sur ce qui a été dit depuis le début, n'hésitez pas. Pour moi, de mon point de vue d'enseignant, ce qui ressort, c'est le mot hétérogénéité. Celle des élèves, celle des situations des publics scolaires et aussi des enseignants qui ne sont pas tous au même point par rapport au numérique. Donc ça, on pourrait en parler aussi, mais pour répondre d'abord à votre question, l'enseignant se sert du numérique comme d'un outil, en fait. Le numérique peut servir quand il redéfinit en fait une tâche, un geste professionnel d'un enseignant. Par exemple, faire mémoriser des connaissances à des élèves, évaluer des élèves, les faire travailler dans et hors la classe, donc en synchrone ou en asynchrone, ce dont on a beaucoup entendu parler quand il y avait les classes virtuelles. Et c'est vrai qu'il y a une césure à partir du moment où il y a eu le confinement, parce que tout le monde a été un petit peu bousculé dans ses pratiques, surtout les enseignants qui n'utilisaient pas tant que ça le numérique. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas y couper finalement. Et je dirais que c'était plutôt pour les réfractaires. Donc ça a été un premier passage en 2020. Et donc, pour revenir sur mon propos, le numérique, les outils numériques dont on dispose dans les établissements vont nous permettre de redéfinir les tâches qu'on fait avec les élèves. Donc les évaluer. Les évaluer comment? À travers peut-être un QCM, quelque chose qui est assez simple, une tâche un peu plus complexe qui est celle de créer un texte justement. Et là, on pourra parler peut-être de ce qu'on va voir arriver avec les IA. Et puis des tâches de plus en plus complexes en collaboration aussi. Donc c'est un certain nombre de pratiques pédagogiques qui sont redéfinies par le numérique depuis maintenant une dizaine d'années. La première irruption du numérique, moi je le vois dans mon parcours d'enseignant, ça a été d'avoir le vidéoprojecteur. On est passé des transparents qu'on projetait sur le tableau au vidéoprojecteur, à Internet dans la classe aussi. Ça a beaucoup changé le rapport de l'enseignant avec la connaissance et la masse d'informations qu'on pouvait présenter aux élèves aussi. Et ça, je crois que ça, c'est un des points les plus positifs, c'est que on peut convoquer des grandes œuvres, des tableaux, des photos, des documents d'archives dans la classe. Et à ce titre, d'ailleurs, Canopé produit énormément de ressources pour les enseignants. Et un des points les plus positifs du numérique et qui a convaincu tous les enseignants, ça a déjà été les ressources. Moi, j'en utilise beaucoup avec les élèves, des ressources qui sont de qualité, qui sont produites par l'éducation nationale et ses différentes branches. Et ça, c'est le premier point. Voilà. Très intéressant. Juste peut-être une question qui me vient, Marie-Caroline Messier, une question peut-être un peu naïve.
on voit justement que la technologie peut être intéressante, pertinente, lorsqu'elle est utilisée au sein de l'espace scolaire, quand elle est accompagnée, vous l'avez dit, vous avez parlé de collaboration. Néanmoins, on a l'impression que c'est un peu schizophrénique quand on regarde le rapport de l'école par rapport au numérique. C'est-à-dire qu'on entend des interdictions, on entend une volonté de dire attention, les profs sont maintenant dans une guerre de l'attention, dans une concurrence attentionnelle par rapport à ces nouveaux outils, une concurrence aussi peut-être parfois sur la transmission des savoirs. On va avoir des élèves qui peuvent contester justement une information en disant je l'ai vu sur Internet, alors pas forcément en vérifiant toutes les informations. Puis en même temps, on comprend bien, en tout cas à vous écouter, qu'il va falloir faire avec, que c'est même la mission peut-être de l'école de préparer ces élèves qui deviendront demain des citoyens à ce monde numérique qui est le nôtre. Oui, je crois, enfin, les parents, les enseignants, les éducateurs sont, en tout cas en ce moment, un peu perdus, je crois. Déjà, il y a eu un phénomène de fatigue numérique qu'on a tous connu, qu'on soit éducateur ou pas, après le confinement. Il y a une espèce de reflux aussi. Enfin, on est dans un moment très compliqué où il y a un clivage, ou en tout cas deux discours très antagonistes. D'un côté, une peur panique des écrans qui monte, et notamment chez les parents, et une forme d'hystérisation du débat avec cette peur des écrans d'un côté, cette diabolisation, et puis de l'autre, un discours technophile un peu béat, avec parfois un opportunisme économique derrière. Porté par les industriels aussi. Évidemment. Alors du coup, quel est le rôle de l'école et quel est le rôle de l'école française par rapport à ça? Alors, si vous me permettez, petit détour, je pense qu'on a une troisième voie à porter. Et je voudrais parler de Léon Blum, 2 minutes. Parce que sur une radio qui vous est chère, qui est un peu cousine de France Culture, France Inter, il y a un formidable récit de la vie de Léon Blum en ce moment. Et j'ai été frappée par la place de la culture classique chez un homme politique, un grand homme de son temps, du XXe siècle. Et je me dis, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question de la place du numérique à l'école. C'est-à-dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est la culture classique? Et est-ce que finalement, ou la culture d'un honnête homme ou d'une honnête femme de ce siècle, est-ce que c'est pas aussi un moment où on peut se dire que la culture numérique fait partie, ces humanités numériques, fait partie de la culture qu'on doit transmettre à un enfant, pour une raison très simple. Parce que sinon, on l'abandonne à des usages qui sont passifs, non choisis, récréatifs, voire dangereux. Et c'est pour ça que les usages éducatifs du numérique et la connaissance de son fonctionnement, les algorithmes, comment ça fonctionne, ça passe pas forcément par l'utilisation de l'outil, mais ça passe par une culture numérique, cet apprentissage. Je suis convaincue que l'honnête homme ou l'honnête femme du XXIe siècle doit appréhender cette culture numérique. Et puis c'est aussi toute la place de l'éducation aux médias, qui a aussi une vertu absolument indispensable dans des temps un petit peu troublés, de fausses informations, de fausses images, de faux sons maintenant. Et puis on rejoint aussi les mirages aussi de l'intelligence artificielle. Donc on a une responsabilité de tracer cette troisième voie. Alors on aura l'occasion justement de parler de la désinformation, même de la guerre informationnelle dans la prochaine table ronde, mais vous avez cité justement différents outils, des algorithmes, son usage en classe, qui posent aussi peut-être des enjeux de protection des données. Quand ces outils arrivent dans la salle de classe, quand ces outils sont utilisés par les adolescents, par les enfants, ça aussi c'est une question, j'imagine, sur laquelle vous réfléchissez, Pascal Fonbert. Alors, il y a effectivement un enjeu de protection des données. Et là, on a déjà les outils juridiques qui nous permettent d'avoir une protection. Il y a un règlement au niveau européen qui date de 2016, qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données. Et même lorsque un cours est simplement diffusé en visio, en direct, il y a des sons, il y a des images qui passent, et ce sont des données personnelles. Et donc, il y a des règles en matière de consentement, des règles en termes de durée de conservation des données qui s'appliquent. Et les avocats de la conférence du stage tout à l'heure y ont fait allusion dans leur présentation. La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie récemment d'une affaire qui concernait des cours en visio en Allemagne, dans le Land de Hesse, et a dit que même une diffusion en direct s'était soumise à ce règlement général sur la protection des données. Donc il y a des règles à respecter et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Pierre.
Et ces règles, on les fait respecter parce qu'on parle du RGPD aux élèves. Moi, j'en parle. Alors, il y a plusieurs choses. C'est très riche ce qu'on se dit sur cette table-là. Je suis très content que vous ayez fait allusion à Léon Blum et à l'humanisme parce que finalement, le rôle de l'école et à tous les publics, et je pense à mon public de RE+, c'est de transmettre cette culture classique, de la faire comprendre et de la faire aimer aussi, mais de la faire comprendre, et parce qu'on ne peut aimer que ce qu'on comprend aussi. Et donc, je reviens sur le RGPD. Le RGPD, ça permet d'introduire auprès des élèves des notions de droit, de régulation des usages d'Internet. On parle beaucoup de harcèlement à l'école, dans mon établissement, dans tous les établissements. Il y a 750 000 élèves, vous le savez, qui sont touchés par ce harcèlement. Donc, forcément, on doit parler de droit. On doit remettre du droit au milieu de l'école, au milieu de la cité, pour réguler tout ça. Parce qu'en effet, vous avez parlé d'un tsunami, mais c'est pas un mur. Le droit peut être un mur, justement, pour éviter de se prendre la déferlante en pleine figure. Ça, déjà, c'est une chose. Et on en parle. Et vous avez très pratiquement, parce que c'est de ça dont on va parler, c'est l'évaluation des compétences numériques des élèves, grâce notamment à PIX, qui est une des réussites de l'école et quelque chose qui est assez fédérateur, justement. Qui est une sorte de diplôme pour pouvoir quantifier et analyser justement les compétences des élèves au numérique. Ça casse aussi un petit peu le fantasme qu'on avait des digital natives. On disait, dès la 6e, ou même si maintenant c'est 9 ans et 9 mois, l'âge moyen d'un téléphone portable ou d'un smartphone, on avait cette impression que quand on était jeune, qu'on sait aller sur TikTok ou un réseau social, on comprend le numérique. Ce qui est faux, ce qui est un fantasme. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le numérique, ça s'apprend. L'informatique, ça s'apprend. Nous, on est la génération de l'informatique. On parlait pas du numérique, mais c'est le même mot, en fait. Et dans cette certification des compétences numériques des élèves, fin de troisième, fin de terminale, et puis dans le supérieur, ça permet de parler d'un certain nombre de sujets, de prendre du recul par rapport aux compétences des élèves, par rapport au droit aussi, qui est une notion importante, on le voit chaque jour dans le numérique en fait, mais qui n'est pas connu, qui n'est pas su. Il y a aussi très peu de profs qui connaissent le RGPD, qui sont allés sur le site de la CNIL, puis aujourd'hui de l'ARCOM, pour se renseigner. Donc on fait de la formation auprès des élèves, bien sûr, mais surtout des profs, pour qu'ils ne méconnaissent pas la loi sur ces points-là. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite s'exprimer? Oui, il y a une main qui se lève comme un individu en fond de la classe, presque. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et j'aimerais rebondir sur le propos de Marie-Caroline Missière, donc Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Vous avez abordé la question du numérique dans l'école, mais il y a le rôle de l'école aussi dans une société numérisée. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compléter le rôle de l'école, qui est un rôle de l'instruction, à travers cette culture classique, ces fondamentaux, par un rôle de questionnement, en fait, et d'apprentissage au questionnement, et d'école de l'exploration aussi, pour reprendre des termes un peu de François Tadei, et se dire, est-ce qu'il n'y a pas cette culture du questionnement à transmettre aussi, à une époque où justement ce qui nous distinguera, c'est précisément ce que vous avez dit, c'est notre capacité à interroger la machine, à être créatif, à nous distinguer d'une certaine manière de ce qu'elle pourra faire en apportant des réponses X ou Y. Donc dans quelle mesure est-ce que les professeurs aujourd'hui sont en mesure de traduire un petit peu ça dans leur classe, dans la fonction qu'ils occupent aujourd'hui, et d'ouvrir un peu les portes de l'école sur la société? Donc une question sur la culture du questionnement. Je fais une courte réponse, je vous rejoins complètement. Moi, il y a un mot qui m'interpelle, c'est quand on parle d'autorité des savoirs. Et je me demande si dans le moment qu'on vit, qui est un petit peu opaque quand même, on est dans une forme de nuit par rapport à tous ces sujets, des fausses informations, des fausses images, des savoirs qui sont accessibles partout. Quand on est dans une classe, comment incarner cela? Et je crois qu'effectivement, ces intelligences artificielles, cette culture du numérique, ce monde numérique dans lequel nous évoluons, nous oblige à augmenter nos capacités humaines. Ça a été dit dans plusieurs interventions, donc créativité, collaboration, capacité à questionner. Ça doit s'appuyer sur un corpus de fondamentaux, bien évidemment. Mais je crois que le rôle du professeur et son autorité, c'est plus jamais d'être un phare, mais c'est pas forcément l'autorité du savoir qui lui donne ce rôle déterminant de phare dans cette espèce j'aime bien dire nuit, mais c'est précisément cette capacité à
à donner les clés pour poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'esprit critique, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'empathie. C'est précisément ce qui nous distingue des robots, l'empathie, je crois, enfin jusqu'à présent, on verra. Mais, et c'est ces clés-là, cette attention à l'autre, qui sont aujourd'hui incarnées. Et c'est pour ça que l'autorité du professeur, elle passe, à mon avis, pas plus tellement par les savoirs, mais par ce compagnonnage étroit à côté des élèves et des enfants. Mais c'est surtout un professeur qui doit répondre à cela. Et puis si je peux me permettre de prolonger justement votre réflexion, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fantasme de l'horizontalité? C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que vous disiez, hein, mais dans cet accompagnement, il y a parfois aussi cette idée de penser qu'on peut se mettre à peu près au niveau de l'élève. Or, est-ce que c'est toujours important peut-être de conserver cette stature de transmission? Je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus? Le fantasme de tout professeur, c'est que l'élève s'élève au niveau du professeur. Donc qu'on se rejoigne quelque part à un moment donné. Alors évidemment, très modestement, avec des élèves de collège, il y a des petits moments de grâce qu'on essaye de favoriser. Pour répondre plus précisément à votre question, comment faire pour éveiller les élèves, c'est ça en fait. C'est les accompagner dans leurs usages, c'est leur dire comment se servir d'Internet pour faire par exemple une veille informationnelle, comment comprendre une information. En éducation aux médias, le b.a.-ba, c'est d'apprendre les 5 W, voilà comment est construite une information, pourquoi on choisit une information plus qu'une autre, prendre du recul. Le rôle de l'école, monsieur posait la question, moi je pense que le rôle de l'école, c'est de faire prendre aux élèves de la distance par rapport au temps de la société qui nous bouleverse, hein, on le voit, hein, on est dans un temps de crise. Le numérique l'accélère. Hein. Le numérique l'accélère, et moi je peux vous dire que, voyant les élèves, étant aussi parents, il y a aussi une urgence, celle de l'urgence climatique hein, aussi, qui est une des préoccupations de l'école, et on espère peut-être trouver aussi des outils qui vont nous aider à résoudre ces crises, ce serait pas mal aussi. Voilà, donc un accompagnement, de l'empathie, savoir qu'on est tous dans le même bateau aussi finalement. Et puis face à toute cette technologie qui est un petit peu froide, qui est celle à la fois du hardware et du software, il faut démystifier un petit peu tout ça et puis mettre un petit peu de chair, oui. On a besoin aussi, les élèves ont besoin de profs devant eux, à côté d'eux. Voilà. Voilà, justement, un peu d'empathie, un peu de chair, un peu d'humanité. Vous voulez peut-être réagir, Pascale Fonbert? Alors, je vais rebondir en disant que l'un des enjeux, précisément, sur l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'éducation tout particulièrement, c'est le contrôle par l'être humain. Et là, on est dans un domaine où le droit est complètement en construction. Au niveau européen, la Commission européenne a proposé un règlement sur l'intelligence artificielle en avril 2021, qui est en cours de négociation. Et les services d'intelligence artificielle en matière éducative sont considérés pour certains comme étant à haut risque. Et c'est notamment le cas des services en matière d'évaluation des élèves et des étudiants. Et l'un des enjeux, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contrôle sur la façon dont l'intelligence artificielle est entraînée, donc quelles sont les données qu'on fournit à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse produire des contenus, et quel est le contrôle humain qui est gardé sur l'intelligence artificielle. Et la Commission considère que tout ce qui est évaluation des élèves et des étudiants est vraiment un domaine particulièrement sensible qui suppose qu'il y ait un contrôle, même a priori, avant qu'il y ait mis sur le marché d'une intelligence artificielle. Et le Parlement européen est en train de réfléchir aussi pour les intelligences artificielles génératives pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un contrôle sur les données qui lui sont fournies pour l'entraîner et faire obstacle à ce qu'il puisse y avoir même des contenus illégaux qui sortent d'une intelligence artificielle. Voilà, vous parlez effectivement d'un texte qui est en ce moment en discussion, qui est peut-être attendu pour 2024-2025, mais je ne suis pas une intelligence artificielle, je ne peux pas prédire quand est-ce que ce texte sortira. Et d'ailleurs, personne, je crois, peut prédire quand un texte peut sortir au niveau de la régulation européenne.